Mais vous êtes un acteur, Cyliane. Vous n'êtes pas un chercheur qui travaille sur la scission nucléaire et qui peut se présenter au Grand Prix. Il s'agirait de grandir un peu maintenant. Kylian, qu'est-ce qui te prend? T'es un littéraire, t'as jamais été un matheux, toi. Je vous dis qu'il refuse d'apprendre son texte. Il veut absolument se présenter au Grand Prix de la recherche. Mais Cylian, t'es un acteur? Mais non, lui, c'est un acteur. Moi, je suis un chercheur. Et quand j'aurai gagné le Grand Prix, je m'achèterai une maison à Mampanti. À Mempenti. Mais on aurait dû prendre DiCaprio. Notre premier candidat aurait pu embrasser une carrière de footballeur professionnel, mais il a préféré partir aux États-Unis, à San Diego, pour étudier aux côtés du prix Nobel de médecine, Ardem Patapoutian. Mais la chance que nous avons, c'est qu'Aziz Mokrich est revenu à Lumini en 2005 pour percer les mystères de la douleur chronique. Le moment où on a commencé à faire une lésion sur votre corps, vous allez immédiatement, juste après, sentir ce qu'on appelle la douleur aiguë. Cette douleur aiguë, chez un nombre important de personnes, elle va revenir à l'état normal et donc vous allez plus sentir de douleur. Pourquoi? Parce que la lésion, elle a guéri. Par contre, et ça c'est vraiment très important, c'est là où on est, en tant qu'être humain, on n'est absolument pas égaux vis-à-vis de la douleur. Chez un certain nombre de personnes, en fonction de l'intensité de la douleur aiguë, certains vont rentrer dans ce qu'on appelle de la douleur chronique, c'est-à-dire qu'elle va persister au-delà du temps de guérison normale. C'est ça la définition de la douleur chronique. Qu'est-ce qui fait que une douleur aiguë passe en douleur chronique? C'est une transition de la douleur aiguë à la douleur chronique. C'est ça l'objet principal des recherches qu'on mène dans mon équipe depuis maintenant une vingtaine d'années. Pour comprendre la douleur chronique, il faut comprendre la douleur aiguë. Alors, examinons le chemin de la douleur. Bon, ce sera très vulgarisé. Prenons l'exemple d'un coup de soleil. Sur notre peau, des détecteurs de douleur vont sécréter des molécules qui vont suractiver nos fibres nerveuses. Ces fibres nerveuses qui vont conduire un signal électrique jusque dans notre moelle épinière. Cette moelle épinière va traduire ce courant en termes chimiques pour l'envoyer au cerveau. Et bien entendu, avec du temps et de la biafine, cette douleur aiguë va baisser jusqu'à disparaître. Oui, mais dans le cas de la douleur chronique, la brûlure a beau avoir disparu, eh bien la douleur reste. Qu'est-ce qui fait qu'une douleur aiguë se transforme en douleur chronique? Parce que ce qu'il faut toujours dire, c'est qu'une douleur chronique a été, à un moment donné, une douleur aiguë. Quelles sont les molécules impliquées là-dedans? Et des fois, la recherche peut aussi avoir, cette partie de chance dans la recherche. Et comme par chance, au bout de 2 ans, on est tombé sur une molécule qu'on appelle TAFA4. Donc cette molécule TAFA4 est une molécule qui a été identifiée dans mon laboratoire ici, avec mon équipe à Marseille, qui est une protéine endogène sécrétée, c'est-à-dire qu'elle est relarguée par des neurones, et lorsqu'elle est relarguée, elle va faire son activité, elle va avoir son activité sur ses cibles. Donc c'est une molécule qui, lorsque vous êtes en douleur aiguë, elle est capable de diminuer l'intensité de la douleur aiguë. Et comme on va diminuer l'intensité de la douleur aiguë, on va diminuer l'intensité de l'information sensorielle, l'information nerveuse qui va aller à la moelle épinière. Et comme on va diminuer l'intensité de l'information qui arrive à la moelle épinière, on va aussi diminuer l'intensité des informations douloureuses qui vont arriver au cerveau. Donc c'est comme ça que cette molécule a ce potentiel de calmer l'activité des fibres nerveuses responsables de la douleur aiguë. Et comme on diminue l'intensité, on permet en quelque sorte à ce que la douleur chronique ne s'installe pas dans le futur. Il est impossible de résumer la complexité et l'importance des travaux des équipes d'Aziz Mokrich. Mais quelques chiffres peuvent vous éclairer sur les enjeux de ces découvertes. 10 millions de Français souffrent aujourd'hui de douleurs chroniques et 20% d'entre eux déclarent avoir perdu leur emploi à cause de cette douleur. En 2020, les travaux du chercheur ont permis la création d'une biotech soutenue par le Conseil européen de l'innovation. C'est rare.
Et aujourd'hui, 2 décembre, nous sommes à quelques jours seulement d'une étape cruciale dans la lutte contre cette maladie qu'est la douleur chronique. On est aux portes des essais cliniques avec Tafa4. Janvier 2025, on va donner du Tafa4 aux humains pour la première fois, en moins de 4 ans. C'est quelque chose de vraiment exceptionnel. Comment on l'a produit? En fait, Tafa4 est une protéine. Tafa4 est un peptide. Donc un peptide, ça synthétise. Donc en plus de notre Tafa4 endogène, on est capable de l'injecter aux humains pour essayer justement de démontrer son efficacité antidouleur chez l'homme. Eh oui, c'est tellement beau que même quand on ne comprend rien au rugby, ça donne envie de chanter. Mais notre prochain candidat, Christophe Lachaud, supporter de Bayonne, comprend non seulement le rugby, mais aussi et surtout le génome humain. Notre corps est fait de cellules. Chaque cellule a de l'ADN. L'ensemble de notre ADN, ça constitue notre génome. Je travaille sur la stabilité de ce génome. Donc le génome, c'est un code. Et le code, il fait que vous êtes un homme, vous êtes une femme, vous êtes grand, vous êtes petit. Il guide, il dicte ce que vous êtes. Malheureusement, ce code, il change parce qu'il est attaqué sans arrêt. Mais il est réparé. S'il est bien réparé, pas de problème. Et dans certains cas, il n'est pas bien réparé et ça va conduire à des maladies, plein de maladies. Bon, nous devons vous parler du génome, qui est la carte d'identité du corps humain. Alors pour le trouver, il faut plonger au cœur de nos cellules, dans leur noyau, car ici se trouve l'ADN, qui est le support matériel de notre génome. L'ADN, c'est un code composé d'une série de 4 nucléotides, c'est en quelque sorte le plan détaillé de notre organisme. Mais chaque jour, cet ADN est attaqué. Alcool, nourriture, pollution, tout cela passe dans notre sang et vient parfois briser notre ADN. Mais pour se défendre, le corps possède un système de réparation qui peut soigner les altérations subies par l'ADN. Oui, mais dans le cas de maladies rares, ce mécanisme ne marche pas. Alors écoutez bien, car les équipes de Christophe Lachaud vont bien au-delà du simple diagnostic. L'équipe, elle est divisée en 3 volets. Améliorer le diagnostic, comprendre pourquoi ça répare ou ça répare pas, et essayer de traiter les patients qui ont un problème. Le premier axe, on a développé une nouvelle technologie qui nous permet de mesurer la capacité d'une cellule à gérer la cassure, le dommage. Et ça, l'impact, il est immédiat pour, dans un premier temps, les maladies pédiatriques génétiques qui sont dues à un défaut dès la naissance que l'enfant va avoir et il ne pourra pas réparer. Donc on est capable aujourd'hui, à partir d'une prise de sang, de mesurer sa capacité à gérer le dommage. Le deuxième volet sur la compréhension, je vous ai dit, il faut imaginer une boîte à outils. Chaque outil, il a une fonction. Donc nous, notre deuxième cœur de métier, ça va être de comprendre quel est le bon outil pour le bon défaut. Enfin, le traitement. Donc le traitement, c'est quelque chose de très récent chez nous. Une fois qu'on a compris quel outil était important, l'idée c'est de savoir comment on peut le remplacer, cet outil. Le premier outil que développe le chercheur, c'est le médicament. Mais les récentes découvertes sur l'ARN permettent d'envisager de corriger le génome. L'Union européenne soutient d'ailleurs financièrement les équipes de Christophe Lachaud dans cette voie. Les moyens, tiens, pour la recherche, le nerf de la guerre. Le fantasme moyen illimité, c'est d'aller au-delà de cette maladie. Là, vraiment, on a fait ce qu'on appelle une preuve de concept. On est allé chez des patients qui ont un défaut fort, et on a démontré que notre outil était capable de voir ce fort défaut. Le challenge, maintenant, ça va être de savoir quel est notre niveau de détection. Est-ce qu'on peut voir des patients qui sont, je vais appeler ça intermédiaires, qui ont un petit défaut, mais pas un si grand défaut? Est-ce qu'on est capable de les aider aussi en les diagnostiquant? Et la partie compréhension, une fois qu'on aura tout compris, on pourra se reposer, et on en est loin, et c'est un travail d'équipe, de mon équipe, mais d'équipe aussi, plein d'équipes qui travaillent ensemble, parce qu'on peut pas faire ça tout seul, c'est trop vaste. Et la partie des traitements, encore une fois, on a pris une maladie modèle. En fait, on en a pris 2 pour cette preuve de concept. L'idée, c'est qu'on puisse l'étendre à d'autres types de cancers au-delà du sang. Ça serait vraiment la chose que l'on aimerait faire, mais on n'a pas les moyens pour ça. L'Australie que certaines âmes chagrinent, limite à un sanguinaire carnivore
dont la seule occupation est de mordiller les autres. Mais l'Australie, c'est avant tout la science. Et pour s'en convaincre, il suffit de se rendre au laboratoire architecture et fonction des macromolécules biologiques de l'Umini. Car ici, la chercheuse, née au pays des kangourous, Ashley Shannon, étudie un virus que nous connaissons bien. Mes recherches portent sur les coronavirus et leur système de réplication. Donc c'est vraiment la machine qui fait la réplication des virus qui m'intéresse le plus. Et ces virus m'ont vraiment captivée parce qu'ils ont un génome très très long et donc ils ont beaucoup d'enzymes et donc ils sont beaucoup plus complexes que la plupart d'autres virus à ARN. Ah, le coronavirus, ça faisait longtemps. Bon, alors ne paniquez pas, mais nous allons devoir parler de la réplication virale. Alors, le coronavirus possède son propre matériel génétique, son ARN. C'est un peu comme notre ADN. Cet ARN est constitué de molécules qui peuvent être représentées par une série de lettres, oui, comme celle-ci, et qui forment un code. Et chacune des parties de ce code contient des instructions pour fabriquer des protéines spécifiques. Ces protéines qui vont permettre au virus de fonctionner. Ce code, l'ARN, est donc comme une recette de fabrication. Oui, mais alors, à quel endroit le virus va-t-il trouver les ingrédients ? Eh bien, dans notre propre corps. Eh oui, chaque fois qu'un virus nous infecte, il utilise nos propres cellules pour se reproduire. Et pour cela, il répète son code encore et encore. Et dans ce processus, une enzyme intéresse particulièrement notre chercheuse, la polymérase, car c'est elle qui recopie le code. Comme une photocopieuse, non ? Moi, je préfère machine à écrire parce que la façon dont elle fait, c'est plutôt comme elle voit une phrase et elle la copie un par un les nucléotides. Donc, elle les met une par une, un après l'autre. Donc, il n'y a que quatre nucléotides différents sur l'ARN, mais ils sont tous liés ensemble. Et là, la polymérase, elle arrive et il utilise ça comme matrice. Et il le voit et le lit d'un sens à l'autre et il le met toutes les nucléotides qu'il faut en face. Et ça, dès qu'on a ça, on a notre virus essentiellement. On a notre ARN de longueur complète avec toute l'information nécessaire pour recréer un virus. Donc ce qu'on fait, c'est on essaie de créer des médicaments qui imitent ces bases. Donc disons par exemple, on a un A et on met un petit A accent. Donc en fait, c'est une petite modification chimique, mais ça ressemble vraiment à la A. Et donc là, elle commence à faire des erreurs, de plus en plus d'erreurs, d'une manière exponentielle. Donc ça augmente, ça augmente. Eh oui, vous avez bien compris. La chercheuse parvient chimiquement à modifier le code ARN du virus. Du coup, la polymérase, la machine à recopier, copie des erreurs. Et du coup, dans certains cas, le virus ne peut plus se multiplier. Hurrah, a-t-on envie de dire. Oui, mais c'était sans compter sur le correcteur de faute du coronavirus. Donc en fait, la plupart des virus, comme il commet une erreur, il peut rien faire. L'erreur reste dans le génome. Mais le coronavirus, il peut en fait corriger cette erreur. Donc c'est comme si on ajoute une touche, une touche en arrière pour la machine à écrire. Donc maintenant, si elle fait une erreur, il y a cette autre enzyme qui vient et qui enlève l'erreur. Et là, le polymérase peut continuer. Donc évidemment, pour traiter ces virus, il y a un défi supplémentaire, ce qui est de vraiment cibler ces deux enzymes différentes. Et nous, dans nos dernières recherches, on fait des modifications supplémentaires sur les lettres, où maintenant, on a des nucléotides qui peuvent être incorporés. Ils sont toujours acceptés par le polymérase, mais maintenant, ils ne sont plus enlevés du génome. Donc c'est ça la dernière recherche qu'on a fait. C'est une molécule très très sûre pour nous. Il n'y a pas de toxicité. C'est très prometteur pour plusieurs virus. Donc pas juste pour les coronavirus. Ça peut devenir quelque chose contre le HCV, donc le virus de la hépatite C, ou d'autres virus, même d'autres virus. Donc là, on travaille toujours sur ça.